Bienvenue dans cette deuxième table ronde pour cette matinée consacrée aux chantiers urbains et au matériel que l'on y déploie. Nous avons vu le sujet côté utilisateurs finaux en première partie. Nous allons maintenant nous intéresser au point de vue des loueurs qui ont un rôle déterminant à jouer dans la décarbonation des chantiers, a fortiori en milieu urbain. Pour aborder le sujet avec nous ce matin, Laurent Gall, président du groupe Noblet. Bonjour Laurent, bienvenue. Sacha Vrane, bonjour. Bonjour. Président de Rentapark, une société de location francilienne. Tout à fait. Avec un positionnement très particulier. Vous nous le présenterez. Enfin, avec nous ce matin, Lionel Buzet, directeur technique d'Accès Industrie, spécialiste de l'élévation et de la manutention de matériel. Bienvenue. Merci. Merci. Laurent, pour situer un petit peu les enjeux, comment, en tant que prestataire de services et notamment loueur, vous envisagez votre rôle dans le déploiement de matériel décarboné sur les chantiers urbains, de manière très globale? Alors moi, je vais parler plutôt de ce que je connais. Nous, on fait de la location de matériel avec chauffeur, donc des camions et des engins, des aspiratrices, des balayeuses, etc., des grues mobiles. Et en fait, on représente par nos matériels une part assez importante des émissions des chantiers. Et donc finalement, les matériels que nous, on va mettre à disposition jouent un rôle important dans la décarbonation des chantiers de nos clients. Voilà, c'est comme ça que je vois notre impact. C'est principalement par les émissions de nos matériels sur les chantiers de nos clients. D'accord. C'est un sujet qui est maintenant quotidien. Vous l'aviez appréhendé bien avant que ce soit effectivement le quotidien, j'allais dire, de votre activité. Qu'est-ce qui, dès 2012 de mémoire, vous a fait prendre cette voie et vous vous êtes penché sur la question? En 2012, en fait, c'est quand j'ai réalisé la quantité de carburant qu'on brûlait par jour. Et donc je me suis dit, il y a un moment, ça va poser problème. Et puis on commençait à entendre parler un peu des ZFE, du fait qu'il fallait passer à d'autres carburants, etc. Puis il y avait l'arrivée de, pour les camions, la partie Euro 6, qui sont les camions Euro 6 sont quand même des usines à gaz avec une très grande complexité technique, notamment pour les matériels qui sont amenés à peu rouler, comme les matériels de travaux publics. Donc voilà, c'est cet ensemble, ce faisceau d'indices qui m'a amené à travailler, c'est vrai assez tôt, on a commencé en 2012 à réfléchir à qu'est-ce qu'on allait mettre en place. On a commencé par travailler sur l'éco-conduite, qu'on continue toujours aujourd'hui, et puis après on a commencé à travailler sur le biogaz, le biodiesel, maintenant le HVO, l'électrique, voilà, pour progressivement mettre en place un mix énergétique qui nous permet d'avoir un premier site qui est à zéro gasoil. Et puis bientôt on va en parler, mais effectivement, avec le recul, vous vous félicitez d'être parti parmi les premiers sur ces sujets et vous y êtes penché avec intérêt. Oui, alors moi j'ai toujours regretté que ça avance moins vite que ce qu'on aurait aimé. Moi je pensais que nos clients seraient sensibles à ces sujets-là beaucoup plus tôt. Donc ça a mis du temps à venir. Mais maintenant, ça y est, nos clients sont conscients, ont eux-mêmes des contraintes assez fortes de leurs propres clients. Donc voilà, ça commence à vraiment se mettre en place de façon importante sur les chantiers. D'accord. Sacha, est-ce que vos clients vous sollicitent sur ce sujet-là? Est-ce qu'eux aussi commencent à avoir une pression qu'ils vous transmettent? Alors, en ce qui concerne pour la partie que la société Rentapark réalise, nous avons déjà anticipé et mis en place, comme je vous disais, sur une partie de la gamme qui va devenir maintenant majoritaire dans nos parcs. Ce sont des abris et des solutions clés en main sur lesquelles nous avons déjà commencé à anticiper sur des alternatives d'énergie, donc sur des produits qui sont plutôt solaires, sans bruit, sans émission, mais ce sont des produits vraiment réalisés selon nos cahiers des charges, en coordination et les demandes de nos clients, qui, eux aussi, de la part de leurs clients, ont des exigences. D'accord. Donc, c'est à la fois une démarche que vous initiez à l'adresse de vos clients, Tout à fait. Cette force de proposition, et eux vous transmettent un petit peu leurs contraintes, ce qu'attendent d'eux leurs donneurs d'ordre, et donc l'idée, c'est que tout ça se réunisse et converge vers une solution. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir le fil conducteur sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire mon client, son client, les contraintes de l'environnement et de l'actualité écologique, et de coordonner l'ensemble de la prestation et de ajuster le produit à la demande du client et de l'environnement.
Rentapark est une société que vous avez créée, Oui, vous avez lancée en tout à fait. 2018 de Tout à mémoire, donc vous êtes en pleine croissance. Rappelez-nous un petit peu le périmètre d'action de Rentapark. Vous n'êtes pas un loueur généraliste chez lequel on va pouvoir trouver tout type de matériel compact pour réaliser un chantier Pas du urbain. tout. On est vraiment sur... Expliquez-nous votre domaine de spécialisation. En fait, on se dirige vraiment sur du clé en main. Et voilà, avec des solutions plus ou moins adéquates, où je parle en termes de carburant ou des choses comme ça. Aujourd'hui, les mini-pelles, la partie terrassement qu'on a dans notre parc, elle est toujours au GNR. On peut la transformer en B100 si c'est nécessaire. On viendra aux solutions motorisation Oui. après. Donc vous avez des bases vie, Tout à fait. du matériel compact, Du matériel compact. de l'énergie, De l'énergie. une part importante de groupe électrogène. Tout c'est à fait, ça oui. D'accord. Et du terrassement. Et du terrassement. Oui. D'accord. L'élévation fait certainement partie des gammes qui ont été les plus rapides et peut-être même les plus faciles à transformer. Donnez-nous un petit peu quelques chiffres pour situer les enjeux de parc chez Access Industries. 12 000 machines en... Alors, aujourd'hui, nous, on a sur la partie vraiment élévation et télescopique, chariot télescopique et rotatif, on est au-delà un peu plus de 8 000 machines. Oui, Sur ce parc-là, on a 60% de notre parc qui est en électrique, oui. mais c'est de l'électrique entre guillemets historique, puisque c'est de l'électrique pour de l'intérieur. C'est du ciseau électrique et des madroits, principalement des articulés, donc c'est pas des machines qui ont évolué avec le temps par rapport aux normes. Ensuite, l'autre partie du parc, les 40% restent de la machine diesel. Et dans cette partie-là, on a maintenant, ça va faire à peu près 5-6 ans où on a investi sur du matériel entre guillemets à faible émission. Alors on est plus parti, nous, sur de la machine hybride, parce que la transition, elle est quand même assez complexe de passer du diesel, du tout diesel au tout électrique sur les chantiers, puisqu'après il y a toute la partie infrastructure qui est pas On évidente. viendra également aux solutions. Donc c'est de l'élévation de personnes, de la manutention, Oui. des agences qui maillent le territoire. Voilà, on maille toute la France, on est également sur l'Espagne, avec 4 agences sur l'Espagne, et on sert nos clients sur tout l'hexagone, sur 38 agences. On est aujourd'hui capable de fournir des solutions décarbonées, 100% électriques, hybrides ou tout diesel. Tout va dépendre des infrastructures de chantier et des demandes des clients, en fait. D'accord. Est-ce que ce sont des demandes récurrentes ou ça reste à l'heure actuelle encore assez marginal dans le quotidien d'une agence Access Industries? Alors marginal, j'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est pas du récurrent. En fait, les gros faiseurs vont nous demander ce genre de matériel sur des accords cadres. Ensuite, ce qui va se passer directement sur le chantier, c'est là où il y a un petit peu de différence entre ce qui se passe à la tête des grosses sociétés et ce qui se passe vraiment au niveau des chefs de chantier, où là, l'approche est un petit peu différente. Aujourd'hui, ce qu'on va beaucoup nous demander quand même sur ce matériel-là, puisque outre les faibles émissions de carbone, c'est le bruit sonore. Donc c'est la nuisance sonore où là on va avoir des demandes sur de la machine toute électrique, sur la machine hybride qui peut fonctionner en tout électrique également, pour des chantiers purement urbains, le Grand Paris par exemple. Mais c'est vrai que c'est pas devenu, c'est plutôt nous, Accès, qui faisons la démarche d'aller proposer ce genre de produit en regardant un petit peu comment sont structurés les chantiers et le domaine d'activité également. D'accord, donc là on retrouve le rôle du loueur qui est un petit peu Conseil. force de proposition, Ouais. conseil, préconisation. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu? Est-ce que vous avez des arguments qui font que vos clients sont réceptifs? Alors sur certaines gammes de machines, oui, parce qu'on a des alternatives qui sont économiquement acceptables, on va dire ça comme ça. Après, sur du matériel qui est beaucoup plus, on va dire, costaud, dès qu'on commence à avoir des machines au-delà d'un certain tonnage, au-delà de 8 à 10 tonnes, la partie électrique reste compliquée. Techniquement, elle existe, mais économiquement, elle est, on va pas dire inabordable, mais elle est quand même assez élevée. Donc voilà, c'est un petit peu la transition avec les constructeurs va être compliquée. D'accord. Laurent, on l'a expliqué, vous avez quasiment plus de 10 ans de recul. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire une photographie de votre stratégie par type de matériel? Alors quand j'entends matériel, c'est également véhicule industriel et même flotte de votre entreprise. Alors nous, on est parti sur une logique de mix énergétique Oui. depuis le début, en se disant qu'il n'y a pas de
il n'y a pas de solution technique miracle. Par exemple, on travaille avec du biogaz. Le biogaz, ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Le truc, c'est que les réservoirs prennent beaucoup de place et puis ils sont placés à un endroit qui fait que, par exemple, faire une balayeuse au biogaz, c'est quasiment impossible. À l'inverse, faire un camion benne-grue biogaz, ça fonctionne très bien. Donc, on adapte le carburant utilisé au type de matériel qu'on utilise et à ses contraintes. Et donc aujourd'hui, on utilise principalement beaucoup de biogaz, oui. Tout ce qui est benne-grue, principalement pour les bennes-grues. On utilise beaucoup de baissants. Ça, c'est pour tous les matériels un peu anciens et puis pour tous les matériels pour lesquels, par exemple, sur des balayeuses, comme ça, sur lesquels le biogaz se positionne, ne peut pas fonctionner. On utilise un peu d'électrique, donc on a un camion 100% électrique. C'est le dernier investissement? Non, ça fait 3 ans qu'il est chez nous. D'accord. On l'a reçu en avril 2021, donc ça fait un peu plus de 3 ans qu'on l'a, donc on a pas mal de recul dessus. Mais typiquement, ce matériel-là, il est cher à l'achat. Et donc normalement on devrait le louer plus cher qu'un camion diesel ou biogaz, mais aujourd'hui les clients ne sont pas prêts à payer plus cher. Donc c'est pour ça qu'on n'en a qu'un seul, c'est que nous économiquement, en gros l'équation passe pas. On a un achat beaucoup plus cher pour une location qui est au même prix. Et puis on utilise depuis plus récemment maintenant le HVO 100. Donc qui est un carburant donc, de deuxième génération fait à base de déchets. Donc là on l'utilise dans les camions. Et puis là, on commence à l'utiliser dans les pelles pour décarboner l'ensemble. Donc aujourd'hui, sur nos 4 sites, on en a un qui est complètement sorti du fossile, sauf pour le GNR qu'on va bientôt changer. Et on a un deuxième site qui est sorti quasiment à 80% et qu'on va sortir également complètement du diesel. Et sur les 2 autres sites, on a encore un peu de travail à faire. D'accord. Votre objectif, c'est de sortir les 4 sites à quel horizon ? Je pense que d'ici, en courant 2025, on aura tout sorti. D'accord. On a un sujet, c'est en fait, les fluctuations de prix de certains carburants. Donc on n'a pas de problème sur le gaz, on n'a pas de problème sur le baissant. En revanche, sur le HVO, on a des difficultés. Donc on a un prix qui parfois part un peu en live. Et donc c'est un peu ça la limite. C'est qu'on a une partie de notre matériel qu'on fait passer en HVO, mais avec le doute sur le fait qu'on va arriver à le maintenir indéfiniment. Ce qui veut dire que la vocation du loueur, c'est quand même de faire sortir ces matériels. Vous ne pouvez pas vous interdire une livraison sous peine de ne pas satisfaire un client parce qu'à ce moment-là, le HVO est trop cher. Est-ce que vous avez défini un prix moyen tenant compte de ces fluctuations? Alors sur le HVO, pour l'instant, sur la partie engin, on démarre sur la partie engin, là on le propose en option. On demande aux clients de payer un surcoût lié au fait qu'on utilise le HVO, donc ça compense, mais c'est pas énorme, hein. Ça dépend des machines, mais c'est quelque part entre 15 et 30 euros par jour, c'est pas non plus des montants délirants. Mais voilà, mais parce que pour l'instant, le HVO, on arrive à l'avoir à un tarif qui est raisonnable. Mais là, en début d'année, on n'arrivait pas à l'avoir à un tarif raisonnable, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'appétence pour le HVO que pour le camion électrique de la part de vos clients? Alors, le HVO, pour l'instant, n'est absolument pas identifié par nos clients. Nos clients n'ont identifié que le baissant. Et donc, en ce moment, on nous demande des camions au baissant, on nous demande combien on a de camions au baissant, etc. En fait, nos clients sont aussi en phase d'apprentissage et n'ont pas forcément toujours vu qu'il y avait toutes ces possibilités. Le baissant, qui a ses avantages, ses inconvénients, qui a une réduction de CO2 qui est plutôt plus faible que les autres carburants. Tout à fait. Mais il y a le biogaz, il y a le HVO, il y a l'électrique. Voilà. Aujourd'hui, nos clients ont commencé à rentrer dans la logique de la décarbonation, mais ils rentrent beaucoup par le baissant. D'accord. Par facilité, par manque de connaissances, comment vous interprétez ce... Je pense que c'est plutôt par manque de connaissances. Oui. Voilà, ils ont pas que... L'avantage du loueur, c'est que nous, le matériel, c'est le cœur de notre métier. Complètement. On passe notre temps, on passe notre temps à réfléchir au matériel. Pour nos clients, le matériel est important, mais c'est pas toute leur activité. Ils ont plein d'autres sujets. Et la preuve, c'est qu'ils font appel à des spécialistes, donc c'est le métier, parce qu'ils veulent s'affranchir des complexités et des difficultés. Et est-ce que, selon vous, avec un petit peu de pédagogie et des arguments recevables par vos clients, vous allez réussir à les convaincre et à leur expliquer qu'un camion électrique se paye plus cher qu'un camion normal, que le HVO, c'est effectivement un coût supplémentaire, mais que ça a un impact immédiat sur leurs émissions de CO2? Comment vous... Je pense que tant qu'on va être dans des augmentations de tarifs qui sont raisonnables,
raisonnable, Oui. ça se passera bien. Si je prends l'exemple du HVO, voilà, on parle, ça dépend des types de matériel en fonction de ce qu'ils consomment, mais on parle de montants assez faibles, on parle de 4-5% par rapport au prix de location initiale. Pour l'électrique, un camion qui passe en électrique, il faut qu'on augmente le tarif d'à peu près 20% à peu près. Donc ils vont bien comprendre, mais entre comprendre et signer, voilà. Oui, ça se comprend bien. Mais... Ça se comprend très bien, mais c'est plus dur à mettre en œuvre. Donc oui, je pense que l'électrique va venir plus par le sujet du bruit. Je pense que ce qui est dit tout à l'heure est important, c'est que ça a un impact très fort sur le bruit. Donc nous, on voit quand on travaille dans des lieux près d'hôtels, etc., le fait d'avoir une mini-pelle électrique, un camion électrique, peut-être un groupe électrogène, hydrogène, etc., c'est plus la dimension bruit qui, dans ce cas-là, va permettre, par exemple, à un client de commencer plus tôt le matin. Élargir la plage. Donc il va élargir sa plage. Donc à ce moment-là, lui, il a un gain réel. Et donc s'il a ce gain réel, il va être peut-être amené à accepter le fait de payer plus cher une location, parce que lui-même, d'une certaine façon, il la retransmet. Mais si un autre client loue un camion plus cher chez nous parce qu'il est électrique, c'est pas pour ça qu'il va vendre plus cher. Donc finalement, ça va taper dans sa marge à lui. Donc moi, je comprends très bien qu'il n'y aille pas. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on a un seul camion électrique. C'est pas pour des raisons opérationnelles, parce que ça fonctionne bien. C'est pas pour des raisons d'autonomie, parce que nous, on a un camion qui est de la 2e génération, donc qui a déjà une autonomie suffisante. Et maintenant, les autonomies ont encore augmenté. Donc l'autonomie est devenue un faux problème. Non, c'est vraiment le sujet du prix, en fait. Pour votre activité et dans le contexte de circulation de l'Île-de-France, une autonomie suffisante pour cet importeur? Nous, on a 140 km. Oui. Ça suffit dans des usages citadins. D'accord. Maintenant, on a des camions qui ont largement passé les 200 km et ça, c'est très nettement suffisant. Pour de l'usage, encore une fois, pour de l'usage en ville, régional. Sacha, on faisait mention du bruit. Alors c'est effectivement un des avantages induits, mais c'est pas forcément la finalité, et en tout cas la raison pour laquelle on a développé ces motorisations alternatives. Est-ce que vous aussi, vos clients, vous mettent ça en avant, le bruit, plus peut-être que la réduction des émissions? Moi, je dirais que dans la globalité, la demande de nos clients, c'est les deux. Mais effectivement, pour des chantiers dans un environnement urbain tel que Paris, le bruit est devenu capital. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que nous avons fait sur la partie, par exemple, base vie mobile et des choses comme ça, on est sur des marges de progrès encore en termes de ce qu'on a pu proposer, mais néanmoins, sur nos produits, aujourd'hui, le client il a une autonomie globalement entre 1 heure et 2 heures d'usage solaire batterie sur un produit qui lui permet quand même de se libérer à une certaine plage horaire au niveau du bruit. D'accord. L'idée est vraiment demain d'évoluer sur la même typologie du matériel, sur la même prestation. Là, on a travaillé avec un fournisseur où la capacité va doubler. Donc en termes d'autonomie, en termes d'émissions et des choses comme ça. Maintenant, on aimerait trouver une autre solution, c'est-à-dire que l'apport aussi énergétique qu'on peut mettre à côté, on n'a pas trouvé réellement encore d'alternatives qui ont la capacité de pouvoir assurer un chantier réellement sur 6 heures à 8 heures. C'est-à-dire que demain, ce qu'on aimerait bien proposer, c'est-à-dire qu'à place d'avoir un groupe électrogène, entre guillemets, classique ou hydrogène ou autre, on aimerait bien pouvoir proposer un pack batterie ou une autre solution, voilà, qui nécessiterait par exemple 1 heure ou 2 de charge, mais de manière à rendre l'installation avec faible émission, parce que les produits qu'on a, ils ont encore un petit peu de gaz, donc ça reste du fossile, mais ça se met en place petit à petit en fait. Entre 1 à 2 heures d'autonomie à l'heure actuelle et les 6 heures que vous visez, c'est-à-dire une journée pleine, oui. Il y a de la marge. Et est-ce que vous pensez que vous allez faire le bon directement, ou vous allez passer par des phases transitoires, ce qui voudrait dire quand même des rotations de matériel plus fréquentes? Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui notre parc représente 200 matériels. Oui. Il est évolutif, modifiable en interne. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si la solution alternative se présente à nous et qu'on peut passer de 2 heures à 4 heures, on fera même les modifications nous-mêmes.
Donc on a vraiment cette, on va dire, la souplesse de la PME aujourd'hui, avec la technicité aussi des équipes et un savoir-faire dans le domaine qui plutôt excelle, qui est vraiment à l'écoute et qui a aussi retransmet via sa partie technique le savoir-faire, l'usage du produit. D'accord. Et pour les gammes terrassement, quelle est votre approche? Alors la gamme terrassement, l'approche, c'est que momentanément, pour du classique, c'est-à-dire que nos matériels fonctionnent au GNR. Demain, on a la capacité de les passer au B100 ou autre chose. C'est des modifications sur certains matériels qui peuvent se faire. Mais on est sur une période où on a laissé une période, on va dire, un petit peu creuse. Le temps que les clients soient réellement sensibilisés, que les mœurs s'adaptent, que les demandes viennent. Et là, ce qu'on fera, c'est qu'on commencera à remplacer nos matériels, entre guillemets, classiques par de la nouvelle génération, hybride, électrique ou autre alternative. Vous attendez qu'il y ait une demande qui se structure? Il y a une demande. Davantage, oui. Voilà, il y a une demande, mais aujourd'hui, les solutions proposées par mes fournisseurs actuels ne m'ont pas convaincu à 100%. Quel que soit le constructeur et quel que soit le type de matériel. L'idée, c'est pas de multiplier sur la partie terrassement. Oui, 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 tout à fait. Voilà, non, aujourd'hui, on travaille avec la société majoritairement en terrassement qui est Wacker Neuson, oui, qui a un panel très large, qui a des solutions qui existent, qui sont plutôt bonnes, pas sur l'ensemble de la gamme. Voilà, dans une gamme limitée, par exemple, on va prendre une mini-pelle 1,5 tonne. Aujourd'hui, c'est un produit qui est plutôt rodé, qui est plutôt fiable chez eux. Il y en a d'autres. Mais pour côté aspect technique, on n'est pas encore sur des choses, pour la mise en place sur un chantier, par exemple, sur certains matériels, par exemple électriques, la contrainte c'est que si vous laissez descendre la charge des batteries à 100%, 2-3 fois par semaine, vous commencez à avoir un gros problème technique et la remise en état et des choses comme ça deviennent très complexes et très coûteuses. C'est sûr, dans l'élévation, ça semble plus facile. En tout cas, vu les conditions d'utilisation et d'exploitation de nos machines, est-ce que vous êtes moins confronté à ces problèmes d'exploitation pure? Alors, nous, la partie exploitation pure, au niveau d'une nacelle, il faut bien comprendre qu'elle prend peu d'heures par jour. En fait, ça prend souvent une personne qui va travailler 8 heures par jour. La nacelle, elle va tourner 1 heure, 2 heures. Il faut comprendre qu'une nacelle, elle fonctionne, comme je dis, quand le gars, il ne travaille pas, en gros. C'est-à-dire que c'est un petit peu ça. Quand le gars est en train de poser une clim ou des sprinklers ou des choses comme ça, le moteur est censé ne pas tourner. Alors nous déjà, par rapport à ça, on a tout notre matériel depuis maintenant plusieurs années est acheté avec du certain stop pour justement obliger, enfin automatiquement le moteur va se couper. Mais la partie matériel électrique aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'avoir de l'électrique tout terrain, ça a du sens. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'autonomie, c'est pas un sujet sur ce genre de matériel. En revanche, la problématique reste la charge sur le chantier, avoir des réseaux qui tiennent la puissance, hein, puisque c'est pas juste prendre une rallonge et on voit des fois des tourées avec 4, 5, 6 machines branchées dessus. Et en fait, la puissance du chantier ne tient pas la charge électrique. Donc on va voir ces problèmes-là. C'est vrai que là-dessus, les clients ont besoin, je pense, d'accompagnement. Et ensuite, pour rebondir ce qu'on nous disait tout à l'heure également, c'est sur la complexité du matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients ne sont pas spécialistes comme les vôtres du matériel, et leur expliquer ce que c'est un stage 5, leur expliquer ce que c'est un filtre à particules, l'AdiBlue, et toutes ces choses-là, les gens sont perdus. On va avoir des demandes de moi je veux une machine avec un filtre à particules. Oui, mais on a des machines qui sont stage 5 sans filtre à particules parce qu'on est en dessous de certaines puissances. Ah oui, mais moi je veux un filtre à particules. Et donc c'est pas évident quand on n'est pas spécialiste du domaine. Les clients sont un petit peu perdus dans ces notions-là. Donc on essaye de leur apporter via des petits, on va dire des outils type marketing ou autre pour leur expliquer où on va et qu'est-ce qu'ils ont réellement besoin. Mais c'est vrai que comme ça va très très vite en termes d'évolution de normes, il faut s'adapter là-dessus. Et les clients, il faut les accompagner.
D'accord, on était là sur l'élévation pour les gammes manutention. Voilà. On est à peu près dans les mêmes conditions d'utilisation. Et est-ce qu'il y a une contrainte différente vu la taille des matériels et leurs besoins d'énergie? Alors après, quand on passe sur la gamme de télescopiques, de chariots télescopiques et de chariots rotatifs, là, on est dans... C'est complètement différent, puisque là, on a des utilisations déjà qui sont beaucoup plus importantes. Ce sont des puissances embarquées puissances thermiques embarquées qui sont importantes. Et à remplacer en électrique, c'est beaucoup plus complexe. On le voit avec les constructeurs, ce qu'ils peuvent proposer, c'est que sur du petit tonnage, ça va être sur du 6 mètres, 2 tonnes 5 principalement. Après, il y en a qui vont proposer de la machine, entre guillemets, hybride avec, comme je dis, avec le fil à la patte, c'est-à-dire qu'on va brancher sur un rotatif, on va brancher sur une prise 380 quand il est posé sur ses stables, mais ça reste vraiment très... c'est vraiment une toute petite niche. Mais au-delà de 6 mètres, d'un chariot télescopique de 6 mètres, il n'y a quasi pas de solution apportée par les constructeurs, parce que c'est des capacités de batterie embarquées qui sont importantes, des coûts qui sont... J'en revenais tout à l'heure quand vous parliez du porteur qui coûtait très très cher, vous n'arrivez pas à valoriser. Si on prend un chariot, un 6 mètres, un 2 tonnes 5, son petit frère ou son grand frère électrique, c'est 3 fois le prix. Donc aujourd'hui, le client, il n'est pas prêt à payer 3 fois le prix pour décharger la même chose. Il va se débrouiller autrement, en fait. Hein. Donc c'est là où il y a un accompagnement... Alors moi je dirais de l'État, parce que si on voit par exemple sur le secteur automobile, si l'automobile se développe, c'est parce qu'il y a l'État qui a mis la main à la poche pour participer au bonus carbone. On n'a pas ces aides-là sur la partie produit. Est-ce qu'on y viendra? Je ne sais pas, mais en tout cas il va falloir que ça bouge un petit peu, parce que on a l'impression de tourner en rond avec les constructeurs, ça va un peu à droite, ça va un peu à gauche. On entend parler d'hydrogène, on entend parler, mais bon, voilà. Donc on n'a pas encore enclenché la grande mutation. Vous avez un passé de constructeur, oui. Vous êtes maintenant de l'autre côté de la barrière. Sur le plan, justement, conception, production du produit, qu'est-ce qui bloque à l'heure actuelle pour vous proposer des solutions beaucoup plus en adéquation avec vos besoins? Alors, ce qui bloque, c'est toujours, entre guillemets, le nerf de la guerre. Hein, c'est techniquement, je pense que tout est faisable. Après, c'est économiquement, est-ce qu'on est dans les clous? Après, il faut aussi que c'est du sens, parce qu'on parle de décarbonation, mais il faut quand même que c'est la partie gestion des batteries, la partie extraction du lithium, la partie création et fabrication des batteries, c'est quand même, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais de ce qu'on entend, c'est quand même relativement très polluant, et cette partie, on en entend peu parler. Donc comment ça va évoluer demain? Parce que bon, quand on voit les puissances embarquées sur des batteries lithium, alors c'est sûr, on va le chercher à l'autre bout de la planète, donc c'est pas tout à fait chez nous, on ferme un peu les yeux, on va dire ça comme ça. Mais je pense que ça, c'est quelque chose, je pense que tant qu'on n'a pas une autre alternative de stockage de l'énergie ou des batteries entre guillemets plus vertes ou plus... on va dire, une durée de vie un peu plus importante, parce que ça, c'est également aussi, ouais. Un aspect à prendre en compte. Hein, quand on regarde le coût de possession d'une nacelle diesel par rapport à une machine thermique, si on garde des machines une bonne quinzaine d'années, comme le fait chaque industrie, la machine électrique, elle n'est pas forcément si bien placée que là. Parce que le bac batterie, tous les 5 ans, 6 ans, on est obligé de le remplacer. Et il vaut plus cher qu'un moteur diesel. Donc au final, on n'est pas certain que ça soit donc, quand on met tout ça dans un coût total de possession, on s'aperçoit que c'est pas aussi évident que ça. C'est pas aussi évident que ça à déterminer. Comme je dis, on a plein d'équations, plein d'inconnus. Après, il faut arriver à avoir autant d'équations que d'inconnus pour pouvoir résoudre le problème. Mais là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus d'inconnus. Donc, et nous, Axée, on a depuis qu'on est créé, on a plus de 25 ans, on a toujours eu la volonté de faire durer le matériel. Donc on a un atelier de reconditionnement au siège social qui me permet de reconditionner à peu près 200-250 machines par an et d'amener des produits à une durée de vie supérieure à 15 ans sur des grosses machines. Et bon, on va dire que ça c'est vertueux par rapport à un achat pur et dur de matériel neuf. Mais il est vrai que quand on va regarder un petit peu tous ces coûts mis bout à bout, ça devient complexe. Alors,
on travaille avec les constructeurs, justement pour faire des tests sur des produits, pour leur donner un petit peu notre point de vue sur certaines technologies. Là, par exemple, si sur les moteurs Stage 5, alors il y avait la personne de Kubota tout à l'heure, j'ai écouté. Nous, la problématique, par exemple, si on prend la partie diesel, la partie nacelle élévatrice, les Stage 5 équipés de moteurs à filtre à particules sont très compliqués à gérer. On a des gros problèmes de fiabilité sur ce genre de choses qu'on n'a pas sur les chariots télescopiques. Puisque les là, gros problèmes récurrents, c'est le comatage de fil, par exemple. c'est le comatage de fil. Pas assez. Oui. Parce que ça ne tourne pas assez, parce que ça ne monte pas assez en température. Température, Le client, il arrête la machine. Les informations de régénération, elles sont souvent en poste bas et pas en poste haut, donc le client ne le voit pas. Et donc on se retrouve à avoir des machines toutes les 20 heures, on est obligé d'intervenir dessus pour décolmater. Donc voilà. Donc il y a d'autres constructeurs qui ont trouvé un petit peu le moyen, mais je pense que ce n'est que temporaire, c'est de diminuer la puissance installée, de passer en dessous des 19 kW. Oui. Voilà, comme ça ils ne sont pas confrontés au FAP, mais le FAP, tout ou tard, il va être sur la totalité des gammes de machines. Et là, les constructeurs enfin, les motoristes, c'est plus que les constructeurs, les motoristes ont un gros rôle à jouer là-dedans, parce que sinon, le matériel, on ne pourra pas l'utiliser avec, on va dire, les performances. Le thermique et l'électrique. La troisième voie, c'est l'hybridation. Est-ce que pour la nacelle, en l'occurrence, et voir les télescopiques, c'est quelque chose qui est plus adapté? De mon point de vue, c'est plus adapté. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas. Les seuls hybrides que je connais, c'est même pas des hybrides, c'est-à-dire c'est soit de l'élec, soit du thermique. Donc, c'est-à-dire en élec, on va brancher le chariot sur une prise 380. Donc, ça reste quand même assez limité en termes d'ergonomie et d'utilisation. Mais à ce jour, du matériel purement hybride comme on peut trouver dans l'automobile, par exemple sur du chariot télesco, on n'a pas. Donc les constructeurs travaillent sur du thermique, travaillent sur des solutions alternatives en termes de motorisation, sur de l'hydrogène, on entend parler, ou du tout élec, mais la version qui permettrait de se dire on ne veut pas totalement stopper les émissions de CO2, mais simplement les réduire, serait peut-être une alternative intéressante à étudier, parce que sur du chariot qui fait 15 tonnes ou 13 tonnes, ça sera compliqué, je pense, avec les technologies actuelles, d'apporter des solutions qui seraient économiquement rentables pour le loueur, pour le client, pour l'utilisateur final, en fait. Lionel faisait allusion aux subventions, en tout cas aux incitations, qu'elles pourraient être fiscales. Vous avez réussi quand même une démarche avec ou sans subventions régionales, nationales. Est-ce que vous avez réussi à valoriser un petit peu vos travaux, qui sont quasiment des travaux de recherche? Quand vous étiez précurseur dans le domaine, où ça a été fait sur vos fonds d'entreprise? En fait, il y a deux choses. Il y a une chose qui est importante, c'est que depuis maintenant, pour 2016-2017, il y a ce qu'on appelle le suramortissement, donc qui permet en gros de gagner, pour faire simple, 13% sur le prix d'un matériel. Et ça, c'est une subvention qui est assez forte, parce que pour tout ce qui est biogaz, ça nous permet d'être à un prix d'achat qui est à peu près le même que celui du diesel. Même pour l'électrique, ça a quand même joué assez fortement. Donc ça, c'est pas directement une subvention, mais c'est quand même une incitation très forte. Et celle-ci, pour une fois, elle est constante dans le temps. Ça fait très longtemps qu'elle est là, et elle n'est pas remise en question, donc ça, c'est vraiment bien. Après, il y a les subventions de l'électrique, ça, c'est une vaste blague. C'est-à-dire qu'au tout début, on avait 50 000 € par camion, ce qui, à mon avis, est un montant tout à fait raisonnable par rapport au prix d'un camion. Il y avait trop de camions à financer, donc... Mais finalement, ils ont changé de système, ils ont dit on va faire un appel à projet. Un appel à projet qui était ultra compliqué, et en fait, tous les crédits ont été captés par quelques entreprises, et pas les plus petites, donc typiquement le genre de procédure qui favorise les gros par rapport aux petits. Et puis maintenant, il n'y a même plus rien, donc là au moins on n'est pas embêté, il n'y a même plus aucune aide. Maintenant, est-ce que c'est vraiment à la puissance publique de payer pour ce genre de choses? Encore faudrait-il que, et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure qui est important, c'est encore faudrait-il que l'électrique soit la solution fabuleuse à tout. Et aujourd'hui, je pense qu'un camion biogaz, en termes d'environnement, est mieux
qu'un camion électrique. Et pas en termes de bruit, pas en termes d'émissions locales, mais sur le cycle de vie. Et donc on a un matériel qui coûte un peu plus cher que le diesel, mais à peine, en le subventionnant un petit peu, on revient à un prix du diesel, qui est vertueux. Et en face de ça, on a un véhicule dont la vertu peut être parfois questionnée, et pour lesquels on est obligé d'investir des sommes massives d'aide publique. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment, il faut aussi qu'on ait une réflexion un peu plus large sur est-ce que c'est vraiment intelligent cette électrification à outrance qui est demandée. Le jour où on va avoir des engins sur les chantiers qui sont rechargés par un groupe électrogène diesel, génère, on aura bien progressé. On aura bien avancé, quoi. Oui. C'est ce qu'on entend. Moi, j'ai même, entre guillemets, essayé de me démontrer que c'était plus vertueux de mettre à disposition une machine tout-terrain électrique, de livrer un groupe électrogène, et c'était plus vertueux parce qu'en fait, le groupe électrogène tournant en moteur constant générerait moins de CO2 que la nacelle. Bon, enfin, le moteur il faut quand même livrer le groupe électrogène avec un camion, avec un bras de grue, puis tout ce que ça engendre derrière. Enfin, des fois, il y a une logistique je pense que ça aussi, on ne l'a pas pris en compte. Donc de là à aller dire qu'il faut mettre des groupes électrogènes pour charger des machines, enfin, c'est sûr que c'est bien. Ça fait une log de plus. C'est clair. Donc on voit l'importance aussi de multiplier les cas d'usage pour au fur et à mesure définir les meilleures alternatives dans l'état actuel des technologies et des disponibilités des constructeurs. Ouais, et du coup, sur ce point-là, je voudrais revenir sur une chose qui est sur la puissance des matériels. Et en fait, nous, on a beaucoup travaillé sur le fait de baisser les puissances. Je vais prendre 2 exemples. On a des camions Ben-Gru qui travaillent dans Paris. Et avant, on envoyait des 6x4, donc des trucs qui montent au mur, avec des gros moteurs diesel. On les a remplacés par des camions au gaz. Et à l'époque, on les a transformés. Au lieu de prendre des camions 6x4 TP, on a pris des camions de livraison qu'on a adaptés. Donc c'est des 6.2. Finalement, pour aller dans Paris, pour aller charger sur une plateforme en enrobé et puis décharger sur un quai de Seine, ça fonctionne très bien. Aucune incidence. Le camion braque mieux en plus. Et finalement, en faisant ça, on réduit on a plus de réducteur de pont, on n'a plus qu'un seul pont moteur. Donc finalement, on a beaucoup moins des consommations qui ont baissé très fortement, indépendamment du changement de carburant. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est les aspiratrices. Au début, les aspiratrices faisaient 400 chevaux. Après, elles sont montées à 500 chevaux. Donc on disait, c'est pas possible de faire une aspiratrice à moins de 500 chevaux. Après, certains ont même fait des aspiratrices à 750 chevaux. Nous, finalement, sur les aspiratrices au biogaz qu'on a, on est redescendu à 410 chevaux. Ça fonctionne très bien. On n'a pas... Ce qui compte, ça va plus être le couple. Nous, on essaie de revenir en arrière un peu sur cette course à la puissance. Est-ce que ça veut dire, entre guillemets, que vous sélectionnez vos clients à travers leurs applications pour adresser telle ou telle solution? Est-ce qu'ils sont réceptifs, à un moment donné, à revoir un petit peu ce que vous leur proposez généralement? C'est un peu la poule et l'œuf. Oui, mais alors comment parce qu'en fait, on brise ce cercle qui n'est pas encore vertueux? Alors, avant de venir à ça, nous, quand on achète un matériel, suivant les types de matériel, ça va être pour 7, 8, 10 ans, 12 ans, 15 ans pour certains matériels. Donc on ne peut pas partir du besoin de notre client d'aujourd'hui pour acheter un matériel là en 2024 qu'on aura encore en parc en 2035 par exemple. On est obligé de nous projeter sur quel va être l'usage de demain. Voilà. Donc il y a toujours un peu cette poule et l'œuf. Et donc nous on a souvent besoin d'aller voir nos clients pour leur expliquer, pour leur montrer que la solution qu'on apporte finalement leur apporte quelque chose. Et typiquement c'était le cas des camions biogaz. Quand nos premiers camions biogaz sont arrivés en 2015-2016, il n'y en avait aucun sur le marché. Et donc, nos clients en avaient peur, ils pensaient que ça allait exploser, ils pensaient qu'il n'y avait pas d'autonomie, ils pensaient plein de choses comme ça. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que ça faisait la même chose, avec en plus l'avantage que ça faisait moins de bruit. Donc finalement, il faut un peu... Vous n'avez jamais été confronté à un investissement non abouti? C'est-à-dire, à un moment donné, une barrière technologique qui s'est avérée pas du tout adaptée à vos besoins, et en vous disant je me suis trompé, tant pis. Alors on en a eu deux. On en a eu un, c'est de rétrofiter des camions Euro 4 pour les passer en Euro 5. Ça n'a pas fonctionné, en mettant en place des systèmes de filtres à particules, etc. Donc ça n'a pas fonctionné. Et puis le deuxième, c'est le camion électrique qui a mis très longtemps à trouver son marché. Parce que, par exemple, je prends l'exemple d'un client.
on a un camion à l'année chez lui, je regarde par la géolocalisation combien de kilomètres il fait par jour. Le camion fait à peu près entre 80 et 90 km par jour. Et 2 fois dans l'année, il va faire 140-150 km. Et ben, il ne voulait pas passer à l'électrique en disant j'en ai pas besoin, c'est vrai, mais peut-être que je pourrais en avoir besoin. Et voilà, pour dépasser ça, même encore aujourd'hui, on a du mal. Un certain nombre de clients nous disent ouais, j'en ai pas besoin, mais peut-être que je pourrais en avoir besoin. Je pourrais avoir besoin de plus d'autonomie. Et donc ça les limite dans leur envie de louer le camion électrique. Donc c'est vraiment, le camion électrique, c'est celui qui a eu le plus de mal à trouver son marché. Sachant que c'est la filière, le véhicule industriel, la plus avancée par rapport aux matériels de travaux publics, vous voyez le calendrier avancer, l'absence de solution à vos besoins sur les matériels de TP. Comment vous appréhendez cette situation? Sur la partie engin? Oui. Sur la partie engin, alors là, clairement, je regarde ce qui était tout à l'heure, il n'y a rien du tout. Oui, mais alors, il n'y a rien qui est fait. Il y a un calendrier et vous avez un parc à renouveler. Le calendrier, tout le monde s'en fout. Ouais, Tout le monde s'en fout. La ZFE de Paris, elle était annoncée pour 2016. Oui. Là, elle nous a annoncé pour 2025. Et je pense que ça va. Personne ne croit à la fin du thermique en 2035. Non. Donc personne, c'est tellement déraisonnable que personne ne va se mettre en route pour une cible telle que celle-ci. Donc vous avez intégré dans votre stratégie... Non, prenez les camions électriques, ça commence à décoller, mais prenez les ventes des camions électriques par rapport aux ventes de camions diesel, c'est peanuts. Donc non, aujourd'hui, moi je vois pas de... Acheter une pelle diesel aujourd'hui, c'est pas un problème. On arrivera à l'utiliser pendant 10 ans sans aucun problème. Et donc je pense que là, sur les pelles, nous, on commence à offrir une option sur la partie HVO. Et je pense que oui, c'est en travaillant sur les carburants qu'on va arriver à faire quelque chose. Mais je compte pas sur les constructeurs. C'est clair. Sacha, vous respectez le calendrier ou pour vous, c'est Je quelque suis dans chose le même cas de configuration que Laurent. Donc on fait en fonction de l'offre et du moment, mais effectivement... Le marché, ce que les constructeurs proposent et ce que le gouvernement souhaite, c'est pas forcément en adéquation. Et puis on a tous à peu près la même problématique, c'est que par exemple vous prenez l'énergie, on a toujours le client qui veut le groupe 60 kVA parce qu'on lui a dit que c'était un 60 kVA, mais quand on détermine son usage, sa consommation quotidienne elle est de 20. Donc, mais au cas où, mais le temps d'expliquer et que les mœurs changent. C'est un petit peu plus compliqué. Après, nous ce qu'on s'applique à l'interne de Rent A Park, c'est-à-dire de ne pas faire une généralité. Donc, moi, je pars de mon organisation personnelle en interne. J'ai un salarié qui a un véhicule de fonction, il fait 50-80 km par jour. Le véhicule électrique, il est parfait, il l'utilisera pendant 10 ou 15 ans. J'ai un commercial qui fait entre 50 et 250. Je vais plutôt partir sur un véhicule hybride. J'ai quelqu'un qui roule ou un technicien ou du poids lourd ou des livraisons, des choses comme ça. On va rester plutôt sur des énergies classiques en remplaçant le GNR ou le fuel par du Besson ou du je ne sais plus comment il s'appelle. HVO. Voilà. On va plutôt s'orienter sur cette solution qui est un petit peu commune en fait à nous trois parce qu'on n'a pas réellement d'alternative, quoi. Et aucun de vos clients vous demande à un moment donné de se mettre autour d'une table, de redéfinir au cas par cas la puissance des matériels, la typologie des matériels, quand ils ont gagner un petit peu en efficacité, en rentabilité. Quand ils ont la contrainte du client, de leur client. Donneur d'ordre, oui. Voilà, par exemple, j'ai un client type qui va intervenir dans certaines zones de Paris. Là, il va m'envoyer son cahier des charges. Est-ce que tu peux répondre ou pas? C'est plutôt nous qui allons lui proposer la solution de ce qu'on peut nous avoir dans notre gamme, que réellement lui, il a un cahier des charges, par exemple la mairie de Paris dans certaines zones ZFE, il faut ça. On a ou on n'a pas, ou on trouve une alternative, mais on est plutôt dans ce cas de configuration aujourd'hui. On est vraiment il y a encore beaucoup de sensibilisation, de changement de mentalité et d'application. Et comme il disait Laurent et Lionel, on a tous la même problématique, c'est que notre métier, le cœur, c'est le matériel, eux, c'est le chantier. Donc, les priorités ne sont pas au même endroit. Et pas avec les mêmes calculettes. Alors la chance qu'on a, juste je voudrais souligner, c'est que la chance qu'on a aujourd'hui, nous, pour les énergies alternatives, on arrive quand même dans la globalité, dans la masse du matériel, à intégrer ces énergies annexes ou alternatives
que ça soit en adéquation de nos coûts d'exploitation et en adéquation avec la rentabilité du chantier du client. Donc on arrive globalement, par contre, nous, sur la gamme qu'on propose, à rester cohérent pour des ratios financiers, pardon. Lionel, la location de matériel d'élévation comme de manutention est quand même très concurrentielle en France. Est-ce que ça fait partie de la valeur ajoutée qu'un spécialiste du domaine peut apporter à son client et peut valoriser auprès de vos différents clients? Alors nous, justement, je parlais tout à l'heure d'amener de l'information aux clients sur les nouvelles technologies, ou ce qu'est un FAP, ce qu'est de la Deep Blue ou autre. Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place maintenant, ça va faire, je pense, bien 2 ans, c'est d'amener au client, au moment du devis qu'on va lui fournir en fonction de son besoin chantier, et jusqu'à la quasiment facture, on va lui donner un estimatif, alors sur la partie devis, un estimatif des rejets CO2 de la machine qu'il va louer. Donc c'est une indication qui est liée au modèle de machine, qui est spécifique au modèle de machine en fonction de la consommation et du moteur diesel. On lui donne également, on y ajoute également les rejets CO2 de la livraison de ce matériel-là, par rapport, puisqu'on a notre propre flotte de camions, on a un peu plus de 60 semi-remorques, donc on est confronté aussi à problème de véhicules électriques, sauf que nous, c'est plus complexe, parce qu'on roule un peu plus que quelques kilomètres par jour. Les distances interrogeantes, voilà, qui peuvent être un peu plus... Je rebondis juste sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le cas de Laurent ou de Lionel, nous, notre gamme matérielle s'arrête, par exemple, la mini-pelle s'arrête à la 10 tonnes. Donc, on n'est pas non plus réellement sur des outils de production. Une mini-pelle, quand elle va fonctionner réellement dans son usage normal, elle va travailler entre 1 heure et 3 heures. C'est la moyenne de nos clients, de ce qui nous correspond. Ce que vous constatez sur le de ce qu'on constate. Donc, voilà. Et donc on fournit cette information de rejet CO2 lié au matériel pour le chantier, enfin pour la location du client. Depuis qu'on a mis ça en place, on commence à avoir pas mal de demandes sur pouvez-vous nous donner les rejets CO2 de l'ensemble de matériel que je vous ai livré pour tel chantier ou sur telle période. Donc ça, ce sont des choses qui sont demandées quand on fait un bilan carbone. De toute façon, ce sont des choses qui vous est demandées. Donc c'est une notion que l'on amène aux clients, entre guillemets, gratuitement. Ça fait partie de la prestation. Et c'est une manière, je pense, de les sensibiliser à cette partie-là et pas forcément de rentrer dans une obligation de prendre tel ou tel type de matériel. Ensuite, là aussi où on va les accompagner, c'est par exemple sur le choix d'un matériel électrique, parce que le coût du carburant, aujourd'hui, on entend parler du GNR, de sortir toute la partie défiscalisation, et ça, tout ou tard, ils payeront, enfin, il y a des pays où il n'y a même pas de GNR, c'est le gasoil qu'on mettait dans notre voiture. Donc on amène également une information de consommation gasoil d'une machine hybride comparée à une machine thermique, voire même si le chantier est équipé d'électrique, il a totalement pas besoin de gasoil sur le chantier, et bien souvent la partie électrique représente que peu de euros sur son chantier, puisque souvent les compteurs sont partagés ou autres. Donc on amène cette information-là parce que pour qu'ils voient que il y a quand même du sens. Aujourd'hui les prix sont très concurrentiels. Vous parliez tout à l'heure de 15-20 euros de surplus sur une location. Nous, on est à 1 à 2 euros par jour. Pour 2 euros par jour, on perd une affaire, on la gagne. Donc on est vraiment sur du petit... on est dans la précision. Ouais, on est dans la précision. Donc quand on a une machine qui va consommer 4-5 litres à l'heure et qui va tourner 3-4 heures par jour, sur un chantier de 20 jours, la consommation en gasoil, elle n'est pas négligeable. Donc ce sont des informations que l'on amène aux clients de manière à essayer de l'amener vers de la machine, j'allais dire hybride ou tout électrique en fonction des chantiers. La partie hybride permet quand même d'avoir quelque chose de beaucoup plus polyvalent et de faire une transition, comme on peut le voir sur les pays scandinaves, où, de mon passé constructeur, je travaille pas mal avec ces pays-là, et c'est vrai que l'approche est totalement différente. Les chantiers sont préparés différemment. Ils ont besoin de moins de puissance moteur parce que les chantiers, il n'y a pas des ornières de 50 cm tout boueux. Donc en fait, le 4 roues motrices là-bas, ils en ont beaucoup moins besoin que chez nous. Donc c'est une approche qui est différente, qui je pense ne leur coûte pas forcément bien plus cher.
mais ils font un petit peu les bâtiments différemment. Et avant de redéfinir tout ce process ça va être long. De travail sur le chantier, ça va être dur. Puis je rebondis juste vite fait. Fut un temps, je travaillais chez un loueur quand j'étais salarié. Nous avions une demande pour aller travailler en Suisse. Mais c'est que tout l'ensemble de la demande était construite autour de l'écologie. Et là, on répondait vraiment sur d'autres critères. Groupe électrogène à gaz, des énergies alternatives, mais tout était en adéquation. En fait, voilà, effectivement, la Suède, la Suisse, certains pays sont quand même un petit peu plus avancés que nous sur certains sujets. C'est sûr. Laurence, il n'y a plus d'agenda pour sortir fossile. Il n'y a jamais eu. Plus d'agenda pour les ZFE à Paris. Comment vous arrivez à capitaliser sur les externalités positives de vos solutions auprès de vos clients? Parce qu'à un moment donné, vous êtes un entrepreneur, vous développez l'entreprise. On n'a pas parlé de bourg, mais peut-être que le levage vous a donné un autre éclairage. En fait, non, il n'y avait plus d'agenda, effectivement, mais je voudrais insister sur quelque chose qu'a dit Lionel qui est important, qui est que, en fait, sur les chantiers, ils ont quand même une certaine pression sur la réalisation de leur voilà, et donc finalement, à part pour le sujet du bruit éventuellement, le reste, ils s'en foutent un peu. Et en plus, nous, on est dans le travaux publics, qui est un métier dans lequel la culture environnementale, on ne va pas dire que c'est le cœur du cœur de leur culture. Ça évolue. Non, ça évolue, ça évolue. Oui. Principalement parce que les personnes évoluent, en fait. Oui. Et qu'elles-mêmes remettent un peu en cause le pratique. Mais ce qui évolue fortement, c'est leurs propres clients à eux, qui leur mettent une grosse pression, que ce soit les villes, etc. Après, au niveau du groupe, en général, là, il y a une forte conscience. Et c'est vrai que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que quand on va avoir des contrats cadres, là, on parle d'écologie, etc., etc. Et d'où l'importance du reporting. C'est-à-dire que nous, quand on vient en rendez-vous annuel, on va venir en disant, bah, voilà les chiffres qu'on a fait, voilà les matériels qu'on a loués chez vous, quel chiffre d'affaires ça fait, etc., etc. Et puis on a aussi notre comptabilité CO2. On leur dit, bah, voilà, vous avez utilisé tel et tel type de matériel. Donc, globalement, vous avez réduit vos émissions de CO2 en faisant appel à nos matériels. Et ça permet de s'adresser plus aux personnes qui ne sont pas sur le chantier, qui, elles, vont être en général un peu plus loin de l'espèce de pression qu'il y a sur le chantier. Donc, ils vont avoir plus tendance à pousser les sujets environnementaux. Donc, voilà, leur remontée de l'information, c'est les aider eux-mêmes à pousser les chantiers à aller dans la bonne direction. D'accord. Ce qui veut dire qu'on part plutôt du haut de l'entreprise pour que ça ruisselle et que ça arrive. Et on part beaucoup des clients de nos clients. Donc le donneur d'ordre qui a son rôle à jouer. J'aime pas trop le terme de donneur d'ordre. Non. Personne ne donne d'ordre dans un client. Si on est dans le transport, on parle toujours du donneur d'ordre. C'est notre client. Pour réaliser un travail sur la voirie. Donc pour vous, c'est à ce niveau-là qu'on peut agir pour que les choses accélèrent un petit peu et qu'on en voit plus les bénéfices. Très bien. Merci à tous les trois. Le temps passe. On va passer maintenant aux questions des internautes. Mathieu, des questions pour nos invités de cette deuxième table ronde? En effet, quelques questions sur le chat. La première, ce serait une question sur un petit rappel. Y a-t-il des aides à l'achat pour les machines électriques? On en parlait. Sur les machines, j'en sais rien. Sur les camions, il n'y a rien, c'est sûr. À ma connaissance, non, on n'en a pas. Nous, les aides qu'on peut avoir, c'est par exemple sur les machines diesel qui sont équipées de filtres à particules. On a des subventions, alors j'ai plus le terme en mémoire, c'est en fait c'est un petit peu l'histoire des rachats de quotas CO2. Voilà. On va être subventionné à hauteur, je crois, c'est 400 ou 500 euros par machine. C'était Total Energy, justement, qui voilà. Donc ça c'est sur la partie purement, j'allais dire thermique verte, bon, c'est pas thermique verte, mais c'est voilà, des produits... On peut avoir des prêts, non? Non. Parce que moi, j'ai un banquier qui nous a approchés, c'est-à-dire qu'en fonction du rejet de CO2 qu'on va produire en contractant le prêt, plus on baisse les émissions des CO2, plus l'intérêt du taux peut descendre. C'est à la marge, ça. Ouais, moi, je pense que l'élément qui est important, c'est la seule chose qu'on a aujourd'hui. Non, c'est le suramortissement. Le suramortissement est important. Lui, c'est quand même... Et il est bien adapté au matériel de chantier. Ouais. Il a fait ses preuves, donc il faut le maintenir. C'est ça. Mathieu, une autre question pour nos invités.
Alors, on évoquait les problèmes techniques avec les filtres à particules. Avec l'AdiBlue, est-ce que vous avez des problèmes techniques? Je pense que ça a été dit. Oui, avec l'AdiBlue, on a aussi des problèmes techniques, avec les qualités d'AdiBlue, avec des qualités des sondes. On se retrouve avec certaines machines avec des réservoirs d'AdiBlue qui sont trop importants, peu de consommation d'AdiBlue, donc l'AdiBlue se dégrade dans le temps. Donc nous, au niveau des équipes techniques, on leur demande de mettre peu d'AdiBlue dans les réservoirs, maximum une vingtaine de litres, parce qu'on se retrouve parfois avec des machines avec 85 litres d'AdiBlue comme sur un camion, sauf que ça ne consomme pas autant. Donc on a des problèmes d'AdiBlue. Et qu'il peut y avoir des phénomènes effectivement De cristallisation. De cristallisation. Et donc après, c'est les sondes d'AdiBlue à changer. Bon, Et est-ce que globalement, l'AdiBlue est mieux gérée? Est-ce que vos clients ont confiance quand même qu'il n'y avait pas qu'un réservoir? Alors déjà, avec 2 réservoirs entre le diesel et l'huile hydraulique, déjà c'est compliqué. Là, on leur rajoute un 3e avec le petit bouchon bleu. Bon, il faut bien le cacher. Voilà. Il faut bien le cacher pour pas qu'ils le voient. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu de personnes qui ont mis du gasoil dans l'AdiBlue ou vice-versa. On a toujours le problème du gasoil dans l'huile hydraulique, ça oui. Ça, d'accord, sachez un commentaire. Un partage d'expérience. La même chose, sauf qu'on a pris le temps de faire des grandes pancartes avec des notices les plus explicatives possibles. Par exemple, sur une base vie, il y a pas mal de choses. On a des douches dedans, on a des choses. Tableau d'information, mais le plus simple, le plus concis possible, de manière à ce que l'utilisateur soit sensibilisé, et on fait aussi en amont. On n'hésite pas à appeler le client pour lui dire, voilà. Après, une fois de plus, je ne gère pas la boutique comme Lionel, donc l'approche, elle est encore une fois différente. Mais on a une information, une transmission du matériel qu'on met à disposition du client afin de le sensibiliser sur les sujets importants liés au matériel. Après, juste une petite précision, nous on ne demande pas à nos clients de faire le point d'AdiBlue. Ils ne font pas de point d'AdiBlue. D'accord, c'est vous le gérez. D'accord. Ils ont pas, de toute façon, ils ne le voient pas, donc nous on s'assure qu'avant la location, ça soit conforme. Conserver de certains. Ouais. Sur l'AdiBlue, nous on n'a pas trop de problèmes, mais en tout cas on en a moins que sur les FAP. Mais en revanche, moi, ce qui est important, c'est que l'AdiBlue, pour moi, c'est une des caractéristiques de l'Euro 6, c'est-à-dire qu'avec l'Euro 6, on est arrivé à un système qui est d'une complexité. Aujourd'hui, un pot d'échappement, un FAP globalement pot d'échappement d'un Euro 6, c'est quasiment le prix d'un moteur d'un Euro 5. Donc on est venu, et moi c'était une des motivations pour sortir du diesel. Les Euro 6, c'est de quelque part entre 2012, un truc comme ça, 2013, peut-être 2014, par là. Et en fait, quand j'ai vu cette technologie arriver, je me suis dit, mais nous, qui avons des matériels qui sont beaucoup stationnaires, donc avec peu de régularité de température, etc., finalement, on va avoir pas mal de problèmes. Alors, on en a, moins que ce que j'imaginais, tant mieux, mais on en a quand même un peu. Mais pour moi, c'est caractéristique de ces 0,6 qui sont ultra compliqués. Et si on prend un biogaz, par exemple, comparé à un diesel, eh ben, on a le pot d'échappement, le catalyseur d'un Euro 5. C'est-à-dire, comme on est sur quelque chose qui émet beaucoup moins de particules à la base, on a beaucoup moins besoin de le filtrer, donc on n'a pas d'AdiBlue, c'est beaucoup moins compliqué, beaucoup moins complexe. On a d'autres difficultés, notamment liées à la température. Mais voilà, je trouve vraiment l'Euro 6, pour moi, c'est l'aboutissement final du diesel, et il ne faut pas qu'on ait plus long. Donc pas de recette pour vous, on passe à autre chose. Pas de calendrier, pas de recette. Mais regardez en voiture, ceux qui ont fait l'expérience de passer à la voiture électrique, ils voient bien que les garages ont un problème devant eux. C'est-à-dire qu'une voiture électrique, vous n'avez plus de frein à faire, vous avez vous n'avez pas de vidange à faire. Et c'est pareil pour les camions. C'est-à-dire qu'on est arrivé, un Euro 6, c'est encore bien plus compliqué qu'une voiture Euro 6. Et voilà, quand on passe à l'électrique, quand on passe à du gaz. Mais comme l'a dit Lionel, c'est vertueux pendant l'usage, pas en amont ni en aval, quand il a fallu extraire les matériaux et quand il faudra demain reconditionner les batteries ou en faire quelque chose. Vaste débat. On en reparlera de toute façon comme ça. Mathieu, une dernière question pour nos invités. Justement, à propos des batteries, est-ce que vous avez un premier retour d'expérience sur leur vieillissement? Lionel. Alors, nous déjà, on a 60% du parc qui est en électrique depuis toujours, comme je pense beaucoup de loueurs, puisque les batteries,
équipe des machines depuis des années. Il y a, on va dire, deux grosses technos de batteries, on va dire les batteries au plomb, hein. Classiquement, après il y en a plein dedans, des GNR, des batteries au gel ou autre. Et ensuite, il y a la batterie lithium. Voilà, donc aujourd'hui, la batterie lithium, elle dure plus longtemps qu'une batterie au plomb classique. Une batterie au plomb classique sur du cisolec, ça dure 4 ans, grosso modo. Après, c'est encore en 4, il faut vraiment avoir un entretien régulier. L'avantage du lithium, c'est qu'il n'y a pas d'entretien à avoir en particulier. Il me semble que les cycles de charge sur une batterie lithium, c'est 2 à 3 fois plus. On peut faire 2 à 3 fois plus de cycles de charge qu'une batterie au plomb. On va être plutôt, je crois, sur 2 ou 3 000 cycles, donc ça va durer plus longtemps. Par contre, ça coûte quasiment, je crois que c'est 5 à 6 fois le prix à puissance équivalente, donc à capacité équivalente, donc c'est pas négligeable. Aujourd'hui, bon, ça je suis pas trop inquiet parce qu'on avait le même problème avec les batteries au plomb au niveau recyclage, c'est que il y a 20 ans on ne savait pas les recycler ou plus que ça. Aujourd'hui, c'est plus un problème. Aujourd'hui, les batteries lithium, on ne sait pas trop les recycler, même si on voit des filières se créer avec Sevilla qui fait de la récupération. Donc ça, je pense que ça va se mettre en place progressivement, le recyclage des batteries lithium. Mais on va avoir d'autres problématiques. On a des problématiques de froid, on va avoir des problématiques d'autonomie pendant le froid, où ces batteries n'aiment pas du tout avoir des températures négatives. Donc elles s'autoconsomment en fait pour maintenir, voilà, elles s'autoconsomment leur énergie pour maintenir une certaine température. On va sur une certaine nacelle, sauf que ça mange l'autonomie. Bon, c'est pas tout à fait encore. Je pense que ce qu'on voit arriver sur les nacelles, c'est pas du tout la techno de l'automobile en fait. Je pense que c'est les premières générations de batteries qui étaient dans l'automobile il y a une quinzaine d'années. Donc on est... je pense qu'il y a question de coût à voir. Sacha, un commentaire. Aujourd'hui, enfin, les batteries n'ont pas du tout le même usage que Lionel peut avoir. C'est-à-dire que nous sommes sur une base de vie. Donc la batterie qui travaille via des panneaux solaires. Donc aujourd'hui, les cycles, les durées, on les a pas réellement parce que si vous avez 6 mois de pluie de couvert, les panneaux solaires ne fonctionnent pas. Donc la batterie ne fonctionne pas forcément. On fait du complément électrique via le réseau. Voilà, on a un aperçu des données techniques constructeurs, mais réellement aujourd'hui à l'usage, le cycle qui va se profiler, on attend de voir. C'est comme le calendrier, on attend. Laurent. Nous, on recule sur les voitures électriques parce qu'on en a beaucoup, mais sur les camions électriques, donc on n'a qu'un seul camion. Et en 3 ans, on est plutôt surpris du fait que ça baisse pas beaucoup. Je pensais que ça... La performance est maintenue. La performance reste... Parce qu'il est très bien utilisé et que l'opérateur a été particulièrement bien formé, ou vous pensez que c'est la technologie qui fait que... Non, je pense que... Mais je pense que pour les voitures, c'est pareil. Dans les voitures, on se rend compte que les durées de vie des batteries sont supérieures à ce qu'on imaginait. Hein. Et que ça évolue rapidement et de manière assez significative. Après, le lithium, l'avantage, c'est que justement, dans sa durée de vie, c'est relativement stable. Par contre, après, ça tombe... Ça dégrade très rapidement. Voilà. On est plus sur les batteries des téléphones. C'est la même chose. Hein. C'est assez radical. C'est vrai que on est plus sur des nacelles, on n'en a pas beaucoup en lithium. On est plus sur du chariot frontal en lithium. Mais on est sur des durées de vie de 8 à 8, 9, 10 ans peut-être, dans ces eaux-là. Alors que sur le reste, on est plus à 85 ans. Donc de quoi réfléchir. Ouais. On l'a vu, ce n'est que le début de l'aventure. Et comme on s'inscrit dans un calendrier qui est plus que fluctuant, voire mouvement, on aura l'occasion de reparler de ce sujet. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour une prochaine réunion de Chantiers de France.